Bien, alors si vous le voulez bien, nous allons commencer. Pardon pour le léger retard, mais la précédente table ronde, ils étaient un peu plus nombreux que vous. Voilà. Bon, alors, écoutez, le rapporteur doit bavarder dans quelques couloirs, donc nous allons malgré tout commencer. Il prendra le train intellectuel en marche. Bon, pour les collègues qui sont ici, et notamment le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, dont notre mission n'est jamais qu'une émanation. Donc, nous poursuivons nos travaux avec l'audition de la Fédération CFDT Communication Conseil Culture, en vous accueillant, messieurs, tous les deux avec plaisir, monsieur Yvan Béraud, qui est le secrétaire général, et monsieur René Fontana-Rava, qui est le secrétaire national. Alors, vous avez dû voir quelles étaient un peu les règles du jeu, hein. Vous nous présentez un peu votre activité, puis surtout sur cette problématique des emplois artistiques, nous dire un peu quelles sont les caractéristiques de l'emploi dans votre secteur spécifique, quels sont les enjeux pour l'avenir, et puis bien sûr ce qui nous intéresse singulièrement et qui intéressera le rapporteur lorsqu'il va nous rejoindre, ce sont les solutions éventuelles que vous nous proposez et que nous pourrions acter, ou du moins parmi lesquelles nous pourrions choisir. Voilà. Alors, la règle du jeu, donc, c'est que nous avons jusqu'à 12h30 pour que vous puissiez vous exprimer le plus librement possible. Donc, si vous le voulez bien, nous vous laissons la parole et puis après, bien entendu, un certain nombre d'entre nous vous poseront des questions complémentaires. Bonjour et merci de votre accueil. Alors deux, trois mots sur la fédération qui est un petit peu originale dans le paysage social puisque c'est une fédération qui regroupe simultanément les contenus et les contenants, une fédération intégrée. Et donc d'une certaine façon, on n'est pas là pour représenter des corporatismes, mais pour essayer déjà de venir avec un minimum de synthèse sur l'ensemble des acteurs du secteur pris au sens large. Évidemment, en tant qu'organisation syndicale, l'emploi est évidemment au cœur de nos préoccupations, surtout en ce moment. Mais par ailleurs, tout ce qui est modèle économique, tout ce qui est financement, nous intéresse. Et d'ailleurs, nous sommes membres fondateurs, mais comme les prédécesseurs qui sont venus ici, de l'ACCED, l'association sur la création et la culture à l'ère du numérique. Deux, trois éléments sur le champ qui nous intéresse aujourd'hui. De 2005 à aujourd'hui, il y a eu des conventions collectives étendues qui ont été mises en place et signées pour l'ensemble des salariés du secteur, sauf sur deux champs, la production cinéma, où il y a quelques débats un petit peu compliqués en cours, et puis surtout sur le champ de l'audiovisuel, où il n'y a aucune couverture conventionnelle étendue, globale et cohérente. Ce qui va nous amener à la question des contrats courts, puisque d'après l'étude de l'ACOS, que tout le monde connaît, j'imagine, de décembre 2011, ce qu'on voit, c'est une explosion des contrats courts, en particulier dans nos secteurs. Donc ça nous mène, mais c'est un peu la négociation qui a lieu actuellement sur l'emploi, qui est conduite par la Confédération, à demander l'encadrement des contrats atypiques par des accords de branche étendus. Si on laisse, comment dire, par une définition assez générique dans le Code du travail ou dans des accords interpro généralistes, le fait de pouvoir faire des accords atypiques de type CDD d'usage, ça va continuer à s'étendre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur la période précédente. Il faut qu'il y ait impérativement un encadrement par accord de branche, que les branches prennent leurs responsabilités, définissent bien quels sont les types de métiers qui peuvent avoir accès ou non au CDD d'usage, puisque dans les secteurs de la culture, il y a nécessité dans un certain nombre de cas d'utiliser les CDD d'usage, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres cas où par contre ce sont des emplois par nature pérennes. On pourrait prendre des exemples du côté de l'audiovisuel par exemple, où bien entendu il n'y a pas nécessité de contrat d'usage. Et il faut voir aussi comment on articule, y compris dans un secteur où il y a besoin de contrat d'usage, un volume de contrat d'usage donné et un volume de CDI stable. Après, ce qui va nous intéresser en tant qu'organisation syndicale, c'est évidemment des aspects autour du financement de la création, mais aussi en regard de ça,
de la rémunération des créateurs, des artistes, des techniciens, etc., etc. On sait qu'il y a un certain nombre de dispositifs, je peux penser au numérique, qui ont été mis en place, qui, à ce jour, n'ont pas de répercussions sur la rémunération réelle des créateurs, des artistes ou des techniciens, sans citer d'entreprises qui sont allées s'installer au Luxembourg et qui font du téléchargement parfaitement légal, étant donné qu'ils se sont installés en Europe, mais ailleurs qu'en France, et qu'on n'a pas aujourd'hui de retour vers la France de tout ce qui est taxation du fiscal et du parafiscal, évidemment, ça pose là-dessus la question de la rémunération des créateurs et des artistes. On voit autre source de préoccupation pour nous, avec le numérique, mais plein de gens ont parlé autour de ça, il y a un changement des pratiques culturelles, ça doit amener à regarder l'évolution du financement. Tout n'est pas négatif avec le numérique. On voit que les pratiques culturelles hors domicile se développent. On peut parler de la fréquentation des salles de cinéma, on peut parler de la fréquentation des expositions, pour ne prendre que 2 exemples. Mais en même temps, on voit bien que ça change les circuits de financement et qu'il faut réfléchir à ça parce que sinon, on va avoir un problème et avec le financement de la création et avec la rémunération des créateurs et des artistes. Par contre, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui existent au jour d'aujourd'hui. On peut penser au CNC. Il ne faut pas casser la machine qui fonctionne d'une certaine manière. On peut la réformer, on peut regarder voir effectivement un certain nombre, entre guillemets, d'excédents budgétaires, regarder voir comment est-ce qu'on peut les affecter, mais il ne faut pas casser la machine. Sur la question des intermittents, parce que j'imagine que vous viendrez sur ce sujet, alors au jour d'aujourd'hui, cette question est liée à 2 choses. D'une part, la négociation en cours sur l'emploi et l'emploi de précaire en partie. Donc, d'une partie de cette négociation et de la capacité d'encadrer notamment les contrats courts, d'avoir une cotisation dégressive en fonction de la durée réelle des contrats, enfin de la durée réelle de l'emploi, d'autre part, de l'encadrement par les branches, j'en ai parlé tout à l'heure, des contrats d'usage ou des contrats atypiques, c'est-à-dire hors CDI standard. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent cadrer la question de l'intermittence. La deuxième chose, mais ça n'est qu'une seule chose, la deuxième chose évidemment, c'est la négociation sur l'assurance chômage, mais qui n'aura lieu que courant 2013. Ce qu'on peut dire comme ça globalement, pour le faire court, c'est que l'intermittence a un financement qui repose trop sur l'UNEDIC en volume. On voit bien qu'il y a, entre guillemets, un déficit qui s'aggrave. D'autre part, le régime UNEDIC, en raison de la hausse, je regardais les chiffres de l'emploi ce matin, de la hausse du chômage, on comprend bien que l'UNEDIC va finir par plus avoir les disponibilités budgétaires pour financer l'intermittence, en sachant que le tort originel de ce système, c'est que, d'une certaine façon, il n'y a que les salariés du privé qui contribuent à ce financement, ce qui pose un problème d'équité sociale, enfin sociétale, si j'ose dire, puisque la culture doit être financée, mais elle doit être financée par l'ensemble de la nation. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut réformer le régime. Nous, en tant qu'organisation syndicale, ce qui va nous préoccuper, c'est tous ces professionnels de la culture et du spectacle dont les revenus sont très inférieurs au salaire minimum de branche. Ça va être notre préoccupation. Parce qu'on parle beaucoup des abus, mais il y a aussi toute la pauvreté qui existe, qui est générée par la mécanique. Et donc, on a beaucoup de professionnels dont le revenu est inférieur au salaire minimum de branche. Et nous, il nous semble que ça n'est pas convenable. Évidemment, en tant qu'organisation syndicale de salariés, ce qui nous préoccupe dans ce secteur-là comme dans d'autres, c'est que les salariés, les professionnels en général, arrivent à atteindre le salaire minimum tel qu'il est défini pour leur profession. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Évidemment, tout ça, ça implique de travailler autour d'une mécanique financière. Aujourd'hui, on parle un petit peu sur du sable, puisqu'on n'a pas d'éléments techniquement chiffrés. Il y avait eu
Au tout début, il y a eu un vrai suivi de l'accord UNEDIC derrière 2003, mais on voit bien que cette habitude de suivi s'est un petit peu perdue dans les sables. Et au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable d'apporter des chiffres qui ont une base réelle sur le nombre de salariés, par exemple, qui ont une activité qui rentre dans le régime de l'intermittence et dont le revenu est très inférieur au salaire minimum. On sait qu'il y en a, on sait qu'il y en a de plus en plus, mais on n'est pas capable aujourd'hui de le quantifier exactement. Mais on voit bien qu'il faut créer une mécanique pour transférer une partie de ce financement depuis l'UNEDIC vers autre chose. Et cette autre chose, à notre point de vue, c'est ce qu'on appelle les bénéficiaires finaux du système de l'intermittence. Alors, on pourrait les appeler donneurs d'ordre dans un autre système, dans une autre mécanique économique, mais il y a quand même des acteurs économiques et sociaux qui bénéficient du fait que l'intermittence existe et ils doivent contribuer au financement de l'intermittence parce que, à la limite, ils pourraient être, j'allais dire, très purs de leur point de vue, puisqu'ils ne portent pas nécessairement eux-mêmes les intermittents. Un certain nombre en portent, ils ne le portent pas tout à fait intégralement, notamment parce que sont développés, je peux penser à la production audiovisuelle, un certain nombre d'entreprises dans le métier et de faire de la production. Donc évidemment, les diffuseurs sont, même s'il continue à y avoir un certain nombre de dérives, ils sont moins en première ligne aujourd'hui qu'il y a 10 ans, même s'ils restent quand même en première ligne. Et puis dans les autres bénéficiaires, il y a quand même l'État, les collectivités territoriales qui ne peuvent organiser un certain nombre d'événements que si il existe des intermittents. Il n'est pas possible d'organiser un festival s'il n'y a pas d'intermittents. Donc on n'est pas là, c'est pour ça que je fais bien la séparation avec l'abus. C'est normal que dans un festival qui est très ponctuel, il y ait des intermittents. Mais en même temps, on ne peut organiser les festivals que s'il y a de l'intermittence. Donc il faut vraiment se poser la question de la contribution au financement. Voilà pour, de mon point de vue, alors on n'a pas chiffré, il n'y a pas de chiffrage comme ça, mais si le déficit de l'UNEDIC sur l'intermittence est de l'ordre d'1 milliard d'euros, la mécanique de transfert, elle est forcément de l'ordre de, on va dire, 500 millions d'euros pour donner un chiffre, mais c'est vraiment pour donner un chiffre et un ordre de grandeur, il faudrait des études et un certain nombre de dispositifs plus avancés. Et c'est quoi la mécanique de transfert là ? Et tout d'un coup, si on veut, sur la négociation de l'intermittence, si on veut permettre de pérenniser le régime sur le long terme, à un moment où il n'échappera à personne que l'UNEDIC va être plus en défi. Il y a beaucoup plus de chômeurs, donc beaucoup plus de gens. Mais là, on est d'accord. On peut même dire, personne ne le dit, mais on peut même dire que l'intermittence, si on prend le déficit de l'UNEDIC, c'est financé à crédit, quoi. Mais peu importe. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais ce qu'il faut arriver à créer, c'est une mécanique qui permette de sécuriser le financement de l'intermittence et qui ne passe pas intégralement par l'UNEDIC. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faudra bien... dire trouver une autre recette. Il faut trouver une autre recette. C'est-à-dire ne pas chercher uniquement une logique qui pourrait être d'un meilleur équilibre au sein de l'UNEDIC, mais trouver une autre recette externe. Absolument. La réforme de l'UNEDIC va se concentrer forcément sur ce qu'on appelle communément les abus. Donc les gens qui abusent, les gens qui pourraient faire autrement. Mais en même temps, on est obligé de constater que dans ce secteur, je prenais l'exemple des festivals, il est normal qu'un festival qui a lieu 15 jours, un mois dans l'année, emploie de l'intermittence. Donc on n'est pas dans l'abus. On est comment est-ce qu'on peut financer cette pratique culturelle qui est légitime et dont l'usage du contrat, du CDD d'usage est légitime également. C'est ça la question qui est posée de ce côté-là. Et ce qu'on dit, nous, à ce moment du débat, c'est qu'on peut faire une évaluation comme ça, mais qu'on a besoin d'éléments quantitatifs pour pouvoir le mesurer plus précisément. Peut-être que...
est-ce que je trahis votre pensée en disant que vous estimez, bon, vous avez lâché un chiffre, bon, voilà, qu'il faut trouver 500 millions pour continuer mais externe à la mécanique de l'UNEDIC, c'est pour ça que vous avez évoqué une autre mécanique, pour financer cette politique culturelle légitime. On lâche ce chiffre, il n'est Non, pas, mais il est ne pas nous crispons précis, pas mais sur le c'est chiffre. pour, Non, je ne veux pas mais vous c'est embêter pour sur le donner, chiffre, c'est sur le c'est pour principe. donner l'ordre de grandeur du problème. Mais c'est pas le chiffre, je ne veux pas vous Voilà, mettre. ça, Mais c'est sur le principe. absolument. Ça permet de donner l'ordre de Mais grandeur ça veut du dire que problème. si on trouvait les 500 millions, il viendrait abonder l'UNIC, parce que sinon, il faut inventer un autre système. Eh oui. Après, il faut qu'on réfléchisse sur la mécanique. On n'en est pas là aujourd'hui. Il faut voir qu'est-ce que l'UNEDIC peut conserver de manière légitime en tant qu'assurance chômage. Creux. C'est pour bien comprendre, hein, c'est pas pour. En creux, ça veut dire, à l'inverse, que vous pensez qu'on peut sûrement travailler sur les abus, améliorer le système, mais qu'on ne retrouvera pas 1 milliard comme ça. Absolument. Ça, hein. Absolument, parce que la question de l'abus, bien sûr, on voit bien quels sont en gros les grands secteurs qui abusent. En même temps, les dernières réformes visaient à travailler autour de ça, mais la difficulté de ce travail-là, c'est qu'on réduit les droits et donc on continue à paupériser les professionnels de secteur. Or, à un moment donné, il faut arrêter de les paupériser. Peut-être que René, tu peux continuer. Oui, bien sûr. Donc sur la notion de projet ou de prototype qui caractérise la création artistique, qui relève du spectacle vivant, a amené le législateur à prévoir dans le Code du travail le recours au CDD d'usage. On sait aujourd'hui, on nous le dit par la presse, etc., qu'il y a énormément d'abus du recours. Nous voudrions nous attacher plus précisément à ce que l'on appelle communément le permittant. Le permittant, c'est un salarié qui est employé sur un poste permanent sous le statut d'intermittent du spectacle. C'est quelque chose que l'on n'a jamais mis en avant. On le dit, on dit communément permittant, mais on ne sait pas exactement combien il y a de permittants, pourquoi on utilise ces permittants. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus flexible? Est-ce que c'est aussi parce que, grâce à l'indemnisation chômage, il bénéficie d'un revenu complémentaire de 30% ou plus? Est-ce que c'est ceci, cela? Bon. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est de connaître cette population pour essayer ensuite, évidemment, de trouver un correctif. Le CDDU, nous ne voulons pas qu'on le remette en cause. C'est la même chose ailleurs que la présomption de salariat. Mais au fur et à mesure qu'on utilise et qu'on abuse, à un moment donné, on se retrouve dans cette situation où on remet en cause la présomption de salariat, où on remet en cause le CDDU, enfin le contrat à durée déterminée dit d'usage, puisque ça n'existe pas le CDDU comme ça. Hein. Donc nous, ce que nous vous proposons, c'est une proposition, que ce type d'accord soit signé dans l'ensemble des conventions collectives. Le type d'accord, c'est l'accord interbranche que nous avons signé dans le spectacle vivant. Certains de nos camarades ont dû vous en parler en 2008 sur le spectacle vivant, privé et subventionné, qui permettrait à un moment donné sur des emplois pérennes de transformer ces contrats à durée déterminée dits d'usage en contrats à durée indéterminée. Et nous souhaiterions que cet accord soit négocié dans toutes les conventions collectives étendues, qui n'en ont pas, et que vous puissiez, vous, législateurs, mentionner dans l'article qui concerne la liste des secteurs qui peuvent en bénéficier, qu'effectivement ne pourraient plus bénéficier du CDDU les secteurs qui n'auraient pas négocié dans le cadre des conventions collectives exactement la forme du CDDU, les emplois concernés, etc., etc. Ensuite, nous voudrions également vous faire une autre proposition, qui est la mise en place d'un centre national du spectacle. Notre fédération avait signé à l'époque le Centre national de la musique. Pour nous, c'était un premier pas, ça devait nous permettre d'arriver
ensuite à la mise en place d'un centre national. Comme ce centre national de la musique a malheureusement été abandonné, d'après ce que l'on sait, nous souhaitons la mise en place de ce centre national. Alors, ce centre national, pour nous, est très très important parce qu'il aurait plusieurs missions. Il aurait d'abord, évidemment, une mission de permettre à l'ensemble de la filière de se retrouver. Quand je parle de la filière, je parle aussi de la filière des employeurs, des entreprises. Vous savez que certains de nos camarades, enfin camarades, entre guillemets, certains de nos employeurs se disent de l'économie de marché, d'autres disent qu'ils sont de l'économie sociale et solidaire, et d'autres qui sont administrés, c'est-à-dire qui reçoivent des subventions importantes de la part de l'État et qui ont aussi une délégation de service public. Ce centre aurait la vocation de réunir l'ensemble de ces filières pour nous permettre, d'observer, puisqu'il y a déjà des observatoires qui existent, mais tout ça est complètement un peu parsemé, ce qui nous permettrait d'observer, ce qui nous permettrait aussi d'avoir des chiffres, d'avoir aussi une pesée économique, les retombées économiques de nos secteurs, car souvent on considère que nous sommes plus des saltimbanques, mais nous sommes des créateurs et nous avons aussi la possibilité d'avoir des retombées économiques. Et ça aurait aussi un autre intérêt, ce centre, d'être aussi un centre financier, c'est-à-dire de permettre au spectacle d'être diffusé. Nous avons un très 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 gros problème en France, c'est la diffusion des spectacles. Il y a énormément de spectacles, malheureusement. Peu de spectacles ont une durée de vie très courte. Enfin, donc ce qu'il faudrait simplement, c'est que l'on puisse avoir un centre de diffusion. Et grâce au maillage extraordinaire, car il faut le dire, il y a un maillage sur l'ensemble du territoire grâce aux collectivités territoriales qui permettrait à ce centre effectivement de diffuser dans des lieux qui n'ont pas les moyens de le faire, mais qui pourraient, en étant aidés par ce centre, pourraient mieux diffuser. Évidemment, ce centre ne peut vivre que s'il y a une taxe, et oui, nous sommes pour une taxe. Donc ça, c'est pas nouveau, nous le répétons. Alors c'est vrai que le Centre national de la musique a été a priori abandonné parce qu'il y avait ce problème de taxe. Nous souhaitons qu'il y ait une taxe, là aussi, c'est à discuter. Et puis nous souhaitons, c'est une autre proposition, je crois que c'est la question que vous posez, est-ce que vous êtes d'accord pour une carte? Oui, nous sommes d'accord pour une carte, mais pas pour une carte des professionnels. Nous sommes d'accord pour une carte pour les amateurs. Nous considérons qu'aujourd'hui, un certain nombre d'amateurs ne peuvent pas s'exprimer dans les lieux, entre guillemets, professionnels, parce que tout de suite, l'URSSAF les contrôle, etc. Il y a des problèmes. Donc cette carte qui serait non pas donnée aux professionnels, car ça c'est très compliqué de savoir qui pourrait avoir cette carte, par contre l'attribution de cette carte soit à des individus qu'on considérait comme amateurs, soit à des groupes professionnels amateurs regroupés dans le cadre de la Fédération nationale des compagnies et théâtres amateurs, FSNCTA, permettrait effectivement à ce moment-là, évidemment, de pouvoir exercer pour ces gens dans des lieux. 2, ça nous permettrait quand même de lutter contre une concurrence déloyale et contre une fraude, parce qu'il est vrai qu'il y a de vrais amateurs, ça c'est vrai, et puis il y a aussi de vrais profiteurs. Donc il faut lutter, pour nous devons lutter contre la concurrence déloyale, ces personnes qui ne sont ni des amateurs ni des professionnels, mais qui, entre guillemets, encaissent des sommes et font payer des places. Voilà ce que nous voudrions vous proposer par rapport à cela. Ensuite, Monsieur, je vous oui. prie de m'excuser, mais il n'y aurait pas un paradoxe à ce qu'il y ait une carte à des amateurs alors que les professionnels n'en auraient pas? Moi, je n'ai pas compris, ça sert à quoi la carte amateur? Admettons, j'ai la carte. C'est ça. Oui, vous avez, par exemple, vous avez la carte, vous êtes dans un chœur amateur, vous allez à l'Opéra de Bastille, il y a un contrôle URSSAF, vous avez le droit d'exercer parce que vous êtes adossé, vous avez des droits, et, entre guillemets, il y aurait une charte adossée à cette carte, ce qui permettrait effectivement d'éviter de dire, par exemple, ce chœur fait,
fait une concurrence déloyale à un chœur professionnel parce que ce chœur serait purement amateur et défini comme tel. C'est aujourd'hui ce qui nous pose problème. L'ordonnance de 1953 qui existait, ce décret, il était simple, ce décret de 53. Il disait vous ne pouvez exercer en tant qu'amateur que si vous êtes dans le cadre d'une fédération. Sinon vous ne pouviez pas exercer, ou alors il fallait être dans des chœurs et les choses universitaires. Là, ce que nous proposons, c'est simple. Effectivement, pour ceux qui veulent se présenter dans un théâtre subventionné, dans un centre dramatique, par exemple, un centre national, aujourd'hui, ça existe. Il y a des gens qui exercent. Eh bien, ces gens-là, ils pourraient exercer parce qu'ils ont cette carte, point. Donc, ça ne ferait pas, il n'y aurait plus de problème de se dire « Ah, mais les amateurs, ils viennent prendre l'argent ou le travail des professionnels », parce que là, ce serait véritable amateurs. Nous, ce que nous voulons lutter, c'est contre les semi-professionnels, qui ne sont ni des amateurs, ni des professionnels, mais qui sont des profiteurs et qui font une concurrence déloyale à un nombreux artistes. Mais là j'ai beaucoup de mal à comprendre cette partie de votre exposé. Dans quel domaine, sur quel secteur, dans quel territoire vous avez cette concurrence? Moi, je suis élu local, je suis conseiller général, j'ai été dans ce monde-là pendant quelques années. Et je n'arrive absolument pas à voir de quoi vous parlez exactement sur cette concurrence, parce que les scènes qui accueillent les amateurs ou les semi-amateurs, comme vous dites, ne sont pas celles qui accueillent les professionnels. C'est pas les mêmes. Enfin, c'est pas le même étiage, c'est pas le même rapport qualitatif. Et j'arrive pas du tout à voir de quelle situation concrètement vous parlez. Est-ce que vous voulez résoudre comme problème? Oui, c'est ça. Quelle situation? Là, Nous avons été alertés par des syndicats d'employeurs qui ont eu des contrôles URSSAF. Alors, soit ça n'existe pas et on n'en parle pas, donc il n'y a plus d'amateurs, entre guillemets, soit on considère qu'il y a des amateurs, et à partir de l'instant où on considère qu'il y a des amateurs, nous considérons que la pratique amateur doit s'exercer. Qu'aujourd'hui, la pratique amateur peut s'exercer dans d'autres lieux que des lieux qui aujourd'hui, malheureusement, existent de moins en moins, ce qu'on appelait à l'époque les patronages. Donc aujourd'hui, il y a des compagnies amateurs qui vont exercer. Je vous prends un exemple. Moi, je suis de région, hein, je suis de Marseille. Bon, à l'Opéra de Marseille, vous avez un chœur professionnel et à côté, vous avez des amateurs. Bien, normalement, si vous prenez la loi, tous les gens qui sont sur la scène de l'Opéra de Marseille devraient être rémunérés. Ils ne le sont pas. C'est pour ça que je le dis simplement, comme il ne faut pas mettre en péril ce qui peut se produire, nous disons simplement, celui qui est amateur a sa carte, celui qui ne l'est pas, et sinon tout le monde doit être payé. C'est vraiment amateur, ça veut dire il n'est pas rémunéré, il ne peut pas rentrer dans le régime de l'intermittence, il ne peut pas... Oui, bien sûr. Non, c'est dans ça. Mais non, mais c'est pas forcément clair. C'est ça l'idée, c'est de dire, mais... Et les prix des places ne sont pas à 20 €, comme on connaît beaucoup d'amateurs qui font les places à 20 €. Est-ce que vous trouvez ça normal par rapport à la concurrence déloyale dans certaines régions où les gens ont énormément de mal à exister en sachant que les prix des places sont à 8-10 € dans des petits lieux? C'est ça la réalité, monsieur. Alors, moi, je suis obligé de vous le dire par rapport à nos camarades qui travaillent dans des régions, qui sont face à des gens qui, par exemple, si vous prenez le café-théâtre, vous avez énormément de gens qui ne sont pas des professionnels. Bien. Donc, ces gens qui sont amateurs et qui veulent effectivement jouer, moi je suis tout à fait d'accord. Au contraire, on fait de la pratique. À partir de l'instant de la pratique, il faut s'exprimer, sinon ça ne sert à rien. Donc, ils s'expriment. À partir de l'instant où je suis dans ce café-théâtre, je vais voir un professionnel à 12 €, c'est une chose. Je vais voir dans ce même café-théâtre un amateur qui n'est pas dit amateur, mais qui est à 12 €, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça ce que nous voulons dire. À partir de l'instant où on permet à des gens de s'exprimer, il faut faire attention à la concurrence déloyale. C'est tout. Alors, vous dites que ça n'existe pas. Le nombre de contrôles faits par d'autres organisations syndicales qui ont démontré l'utilisation d'amateurs, surtout sur les chœurs, les musiciens, si tout ça n'existe pas, je suis désolé, alors nous ne sommes pas sur les mêmes territoires, parce que je peux vous assurer qu'il y a énormément de gens qui utilisent des amateurs, et nous le disons, c'est bien d'utiliser des amateurs à partir de l'instant où c'est cadré. Nous voulons l'encadrer. Comme la carte professionnelle,
La carte professionnelle n'est pas aujourd'hui possible, voilà, et personne ne la souhaite, cette carte professionnelle, a priori. Il est donc logique, parce que si on dit carte professionnelle, pourquoi on dirait une carte professionnelle? Pour quelle raison on aurait une carte professionnelle? C'est pour exercer. Pourquoi? Entre guillemets, ça serait une protection, pour exercer son métier professionnel. Bien, comme ceci n'est pas possible, nous nous disons, donnons une carte pour des amateurs, mais quand ils sont de véritables amateurs. Le faux amateur, il doit être payé, rémunéré. S'il ne perçoit pas d'indemnisation chômage, nous, ça ne nous gêne pas, parce que ça s'appelle la mutualisation. C'est normal. Voilà, si je suis fonctionnaire et que je travaille et que je me fais payer, il est logique que je contribue à l'effort, point. Voilà, c'est au contraire pour que les amateurs aujourd'hui puissent s'exprimer en toute clarté et que cette expression se fasse que nous le souhaitons. Ce n'est pas du tout pour aller à l'encontre de l'amateur, entre guillemets, de l'amateur. Au contraire, c'est pour mettre en avant cette pratique. Nous l'avons toujours été et nous le sommes toujours, nous sommes pour l'éducation populaire. Eh bien voilà, c'est dans le cadre de cette éducation populaire qui doit s'exprimer. Et elle ne peut pas s'exprimer sans un cadre, sinon il y aura toujours la suspicion, il y aura toujours le fait de dire, bon, parce que là on n'est pas du tout sur du qualitatif, car vous avez des excellentes troupes d'amateurs de théâtre, excellents des chœurs qui sont des chœurs de très grande qualité. On est là-dessus sur l'emploi. Est-ce qu'il y a un risque sur l'emploi? Voilà, c'est tout. Et nous considérons qu'il y a des risques, c'est vrai, aujourd'hui. Alors, ils ne se disent pas amateurs, ces gens-là. C'est bien entendu. Ils disent rien et ils encaissent. Ça n'est pas logique. Excusez-moi, moi, vraiment, le but, c'est de vraiment comprendre de quoi on parle, hein, parce que j'ai vraiment je dois avoir des neurones qui ne sont pas bien connectés ce matin, mais il y a une grande d'abord fongibilité entre les amateurs et le professionnel. Enfin, souvent, on a beaucoup d'amateurs qui sont les professionnels de demain. Enfin, il y a une aspect formation dans la création. Donc déjà, la catégorisation, moi, je ne sais pas comment vous allez la faire, mais je vais prendre un exemple qui est celui du cinéma que je connais un peu plus. Pendant des années, le monde du court-métrage a été considéré comme amateur avec des méthodes professionnelles. Et la chose qui s'est passée, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans le monde du court-métrage, un jour, l'URSSAF a dit c'est terminé, on vient contrôler sur les tournages et tout le monde doit être payé. Voilà. Et ce qui s'est passé, et bizarrement, moi je pensais que ça allait tuer le court-métrage, et mes amis producteurs me disent bah non, finalement on a trouvé les moyens de payer les gens, et ça se passe très bien, la production est toujours aussi vivante à ce niveau-là. Donc c'est cette césure, enfin moi, je vous prends un exemple très personnel. J'ai fait pendant quelques temps, dans mes moments de loisirs, je chantais avec un chœur de chant de marin. Voilà. Eh bien, on se produisait de temps en temps dans des petites communes, comme vous disiez, pas des patronages, ça n'existe plus. Hein. Le terme a un peu évolué en Ile-de-France, en tout cas. Mais effectivement, on passait, et puis il y avait des groupes professionnels derrière, et il y avait des amateurs. Enfin, il y avait une espèce de mixte comme ça qui faisait aussi tout l'intérêt de la chose. Donc, je veux bien comprendre. Donc, vous voulez séparer les scènes amateurs des scènes professionnelles, et vous voulez, c'est ça le but. Ce que nous voulons simplement, c'est que quand vous êtes sur une scène, voilà, un centre national ouvre sa scène. Quand vous êtes amateur, vous avez la possibilité d'aller dans cette scène, dans ce lieu qui est un lieu entre guillemets de culture, mais plus professionnel. Donc nous, ce que nous disons aujourd'hui, pour permettre cela, on met simplement une carte amateur, entre guillemets, mais ça n'est pas péjoratif le mot amateur, ne le prenez pas comme un terme péjoratif, pas du tout. Mais à la différence que quand je suis public, je vous vois sur scène, vous êtes un chœur, pour moi, si je suis à l'URSSAF, vous êtes tous là, des professionnels, et vous devez tous payer. Le problème, c'est qu'on ne veut pas ça. On ne veut pas on ne veut pas que les chœurs amateurs soient sanctionnés. On ne veut pas que la personne qui va ouvrir sa porte demain vous la refuse parce qu'il dira je ne peux plus vous prendre parce que l'URSSAF m'a redressé. Dans ce cadre-là, pour permettre l'exercice, alors soit dans des lieux professionnels, quand ce n'est pas dans des lieux professionnels, ça ne se pose pas, vous comprenez bien. Là, nous parlons évidemment de lieux où il y a billetterie, de lieux où il y a... voilà, on parle de ça, on ne parle pas du reste. Mais ça, c'est pour nous très important, parce que ça permettrait évidemment d'abord de tordre l'idée que les amateurs tueraient aussi l'exercice professionnel. Il y a d'autres choses qui tuent l'exercice. Et
En ce qui concerne le court-métrage, monsieur, je négocie la convention collective de la production. Je peux vous assurer, alors là, que le nombre de courts-métrages dont les gens sont payés, c'est infime par rapport au nombre de courts-métrages. Et d'ailleurs, nous allons essayer de mettre en place, si un jour on y arrive au niveau de cette convention du cinéma, mettre en place une annexe pour le court-métrage spécifique, parce qu'aujourd'hui, très 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 peu de personnes sont payées. Les techniciens sont un peu payés maintenant. Les acteurs, très 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 peu, et cette pratique du court-métrage, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement on peut faire des courts-métrages, mais le court-métrage là c'est totalement différent. Vous êtes là, c'est vraiment, vous êtes à la porte de la possibilité de devenir un professionnel. C'est grâce à votre court-métrage qu'on va vous voir. Un peu comme Avignon, où vous allez en Avignon, où c'est toléré plus ou moins que les gens ne soient pas déclarés, parce qu'on pense que c'est une porte ouverte au professionnalisme. À un moment donné, si c'est trop, évidemment, ça tue le système. Voilà. Alors, vous aviez d'autres propositions à faire? Monsieur Béraud, vous aviez terminé? Bien. Alors, monsieur le rapporteur. Oui. Sur la première proposition, est-ce que vous pouvez revenir sur restreindre l'utilisation du CDDU par la loi là? Est-ce que vous pourrez revenir quelques instants là-dessus? Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Aujourd'hui, vous avez une douzaine de professions qui ont la possibilité, de secteurs qui ont la possibilité d'avoir recours au CDD d'usage. Hein, bon. Là, ce que nous disons simplement pour le spectacle, nous ne parlons pas des autres, les forestiers, tout ça, non, on ne parle pas de ça. On ne parle que du spectacle. Dans le cadre du spectacle, nous disons que pour avoir droit au recours du CDD dit d'usage, il faut que celui-ci soit négocié dans le cadre des conventions collectives. Pour deux raisons. Un, parce qu'on pourra déterminer effectivement les fonctions qui pourront bénéficier de ce CDD-U, et également des situations. Tout à l'heure, Yvan Béraud, vous faisiez part de certaines choses qui se passaient, par exemple, dans la production de la télévision à une époque où on parle d'emploi permanent. Là, on sait que M. Lelay a été condamné pour utilisation de CDD d'usage abusif, parce que, effectivement, nous pensons que dans le cadre des conventions collectives, les professionnels qui sont représentés par des organisations syndicales sont les mieux à même de pouvoir le faire. Et donc, nous, ce que nous vous demandons, c'est aux législateurs de mentionner dans cet article qu'il faut que maintenant, pour qu'on puisse avoir recours au CDD d'usage, que ça soit inscrit dans les conventions collectives. Sinon, on ne pourrait pas bénéficier du CDDU. Je vais compléter la réponse. Aujourd'hui, dans le Code du travail, pour être très clair, ce sont des secteurs entiers qui sont ouverts au contrat d'usage. Ce qu'il faut, c'est passer de cette ouverture de secteurs entiers à responsabiliser ces secteurs, à définir précisément quelles sont les fonctions et les conditions d'utilisation des contrats d'usage. Aujourd'hui, c'est l'audiovisuel qui est ouvert au contrat d'usage. Et il n'y a pas de négociation en plus de ça dans l'audiovisuel. Il faut que ce soit dans les branches, pas accord de branche étendu, c'est-à-dire sous le contrôle évidemment de la DGT, enfin du ministère du Travail, que les branches définissent précisément quelles sont les fonctions, les sous-secteurs, etc., qui permettent d'utiliser les contrats d'usage et dans quelles conditions. Ok, c'est clair. Toujours là-dessus, qu'est-ce que vous pensez je crois que vous ne l'avez pas évoqué, l'idée qui serait de moduler les cotisations d'assurance chômage versées par les employeurs en fonction de l'intensité de leur recours au CDDU, et aussi, qu'est-ce que vous pensez des plafonnements des cumuls, plafonnement des indemnités? Donc il y a plusieurs choses. Il y a évidemment, puisqu'on le porte au niveau national de manière globale pour l'ensemble des contrats, je l'ai dit dans mes propos liminaires, nous sommes favorables à ce que la cotisation d'assurance chômage soit liée à la durée réelle de l'emploi, quelle que soit la nature du contrat déjà. Qu'un emploi qui a duré pas beaucoup de temps,
soit et une cotisation plus élevée qu'un emploi qui a duré longtemps. On est dans un phénomène d'assurance assez classique. Donc évidemment, les employeurs qui multiplient les emplois, qui dans la réalité sont très courts, doivent évidemment payer à l'assurance plus cher. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est sur la typologie des contrats. Comment est-ce qu'on peut, et à quelles conditions, et en partie financière, faire que certains contrats soient plus coûteux pour les employeurs, par nature, que d'autres, de manière à inciter les employeurs à aller plus vers certains contrats que vers d'autres. Ça me permet, par parenthèse, de parler de deux types de contrats qui ne sont pas des... l'un est un contrat de travail, l'autre pas. Il nous semble qu'il y a des employeurs qui veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, on fait de l'intermittence, du CDD d'usage, et en même temps, dans la même entreprise, on va utiliser de l'auto-entrepreneur, on va utiliser du portage salarial, et ça, c'est pas possible, de notre point de vue. Il y a un moment donné, toutes les formes de flexibilité ne peuvent pas être utilisées simultanément par les employeurs, par un employeur donné, parce que sinon, on déstructure complètement le marché de l'emploi. Et là, et c'est pour ça qu'il faut vraiment encadrer ces affaires-là, parce qu'il ne faudrait pas qu'on glisse, si j'ose dire, du CDDU vers le portage salarial, ou pire, vers l'auto-entrepreneuriat. Puisque l'auto-entrepreneur, on a parlé des amateurs tout à l'heure, mais enfin là, si on peut parler de dumping social, c'est quand même beaucoup moins cher. Évidemment, il n'y a plus de problème de déficit de l'UNEDIC, parce que, vu les droits qui sont ouverts, il n'y a pas de souci. Mais sur la question de la paupérisation, par contre, ça sera une vraie difficulté. Et on connaît des employeurs qui sortent des gens qui sont en CDI, leur font un chèque, et ensuite les reprennent comme auto-entrepreneurs. Et ça, c'est des pratiques qui ne sont pas possibles et qu'il faut cadrer. Et peut-être que René, tu peux compléter sur le... Quand vous parlez de plafonnement, c'est le travail plus l'allocation chômage, c'est ça dont vous parlez? Et les plafonnements des indemnités aussi, éventuellement. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, nous attendons l'audit, s'il y a un audit sur la réforme de 2003, 2004, 2006, 2007, pour savoir ce que ça a apporté ou pas, quelles sont les difficultés. Nous ne sommes pas aujourd'hui pour diminuer les prestations. J'ai donné l'audit. Qui est-ce qui va faire l'audit? Ah, excusez-moi. Enfin, c'est pas un audit. Nous avons demandé, dans le cadre du bureau du CNPS, nous avons demandé à Pôle emploi quelques données. Alors, c'est pas un audit, quelques données. Et je pense aussi qu'au niveau de la négociation de l'assurance chômage, normalement, quand il y a une négociation d'assurance chômage, les partenaires sociaux demandent une évaluation de ce qui a été fait, aussi bien dans le régime général que dans toutes les annexes, puisqu'il n'y a pas que l'annexe 8 et 10 et les autres annexes. Donc c'est dans ce cadre-là. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces chiffres, donc nous ne pouvons pas le dire, mais nous ne sommes pas aujourd'hui favorables à une baisse des prestations versées aux salariés privés d'emploi momentanément. Donc, après, est-ce que effectivement, si on nous demandait de faire des efforts, car au fond c'est ça, si on nous demandait de faire des efforts, est-ce que l'on pourrait dire on va plafonner entre la cotisation, enfin entre mon revenu et puis mon revenu de complément de ça. Pour nous aujourd'hui, ça ne répond pas ça ne répond pas à ce que l'on pense, entre guillemets, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, si vous avez 1,5 milliard ou 1,2 milliard, je ne sais pas, de déficit, 1 milliard, Non, on n'est qu'à 1 milliard. Pour 1 milliard, comme je ne sais pas, moi je lis les chiffres, on dit 1 milliard, 1,2 milliard. Bon. Les chiffres de l'UNEDIC, oui. Donc si c'est 1 milliard, à partir de ce chiffre, évidemment, c'est une réforme en profondeur qu'il faut faire. C'était pas forcément dans ce sens-là. Vous avez dit qu'il faut quand même interroger la question de la permittence, etc. Oui. La permittence, par définition, c'est ça. C'est le principe d'un cumul. Ah non, la permittance, non, la permittance, ça n'est pas ça, parce que logiquement, la permittance,
c'est quelque chose qui n'est pas autorisé, la permittence. C'est-à-dire, nous, dans le cadre de ce que l'on parle, on parle de gens qui sont normalement des emplois permanents, qui pour une raison X sont en contrat dit déterminé, d'usage, et qui vont bénéficier d'une allocation chômage, auquel, logiquement, ils ne peuvent pas prétendre. Donc on est sur autre chose. Donc c'est vrai que cette permittence-là, il faudrait que l'on puisse effectivement la mesurer. Il y a un lien. La Si mesurer. on prend un exemple, moi je connais quelqu'un, j'espère qu'elle ne regarde pas, et qui, voilà, dans le secteur de l'audiovisuel, en gros, les 20 premiers jours du mois, elle a un contrat, et les 10 derniers jours, elle est sur le régime de l'assurance chômage. Donc, et en fait, tout cela tous les mois. C'est ça. Mais Et visiblement, ça fonctionne. Et donc, il y a bien un lien avec le cumul. Parce que s'il n'y avait pas, parce que ça amène à un niveau de rémunération acceptable, plus qu'acceptable peut-être, je ne sais pas comment on peut dire ça. Enfin, vous voyez, donc il y a quand même un lien très fort avec le cumul. Si le cumul était limité ou voire pas possible sur le même mois, enfin, c'est ça le sens de ma question. Alors, dans la pratique que vous donnez, il y a deux éléments de nature différents. Il y a des salariés qui les 10 jours du mois donné ne travaillent pas, et nous en connaissons beaucoup qui par ailleurs travaillent ces 10 jours-là. J'ai été pudique sur cette partie-là. Ah mais non, mais là où il y a abus, pour se le dire tranquillement, l'abus, c'est quand des salariés sont déclarés au chômage par leur employeur, parce que c'est l'employeur qui déclare le chômage, alors qu'en fait, ils sont au travail au service de cet employeur. Et donc, en fait, l'employeur fait payer le salarié fait payer le travail du salarié par l'assurance chômage. Là, on est dans l'abus. Donc, c'est des choses qu'il faut verrouiller, serrer, etc. C'est pas un problème de plafonnement, ça. On est dans l'abus. Après, il y a le deuxième autre cas, qui n'est pas le même, où le salarié travaille une partie du mois à une certaine rémunération, et où le reste du mois, il n'a pas de travail, et il ne travaille pas, parce qu'il n'y a pas de travail pour lui. Et donc là, il y a une indemnisation chômage. La question du plafonnement, pour nous, n'est pas tout à fait la même quand le salarié, globalement sur le mois, est sous le minimum conventionnel, ou quand il est au-dessus. S'il est sous le minimum conventionnel, applicable à son métier, sur le mois donné, je ne sais pas s'il exerce une profession, quelle qu'elle soit, où le minimum conventionnel serait à 1 500 €, si globalement son salaire global, enfin son revenu global est en dessous de 1 500 €, la question du plafonnement ne se regarde pas de la même manière que s'il est au-dessus des 1 500 €. Après, il y a quand même dans le plafonnement une deuxième chose, c'est qu'il y a des règles générales de l'UNEDIC qui, de notre point de vue, doivent continuer à s'appliquer, ce qui donne lieu à des plafonnements qui sont, on va dire, relativement élevés, en tout cas nettement au-dessus des minimums conventionnels, et sur lequel on ne souhaite pas qu'il y ait de différenciation qui soit faite, parce que, y compris, il y a d'autres annexes qui existent. Et après, les choses peuvent se percuter. Et enfin, on risque on voudrait pas complexifier le système. Voilà. Mais il faut faire vraiment la différence entre l'abus et puis le problème du salarié qui n'a pas assez de volume horaire. Mais c'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment le vrai problème de notre point de vue, c'est le salarié qui travaille au service d'un employeur qui l'a déclaré au chômage pendant cette période-là et qui fait payer son travail par l'UNEDIC. Ça, c'est un vrai problème. Oui, alors je vais poser une question très, très précise, toujours là-dessus. La FESAC nous a indiqué la semaine dernière qu'il y avait eu un accord entre organisations patronales et syndicales en 2001 sur cette question-là pour plafonner le cumul chômage-revenu d'activité, mais qu'il n'a pas été acté. Enfin, et voilà, donc on n'a pas bien. Est-ce que vous voyez ça et de savoir quelle était votre position sur l'accord à l'époque et aujourd'hui? Est-ce qu'il faut éventuellement est-ce qu'il faut le reprendre? Voilà, on essaie de démêler un peu ça, de retrouver renouer le fil de cela. Sur l'accord en question, effectivement, nous avions été signataires de cet accord avec la CGT à l'époque, juste avant la négociation du régime par le MEDEF. Il faut savoir que cet accord
n'engagez pas les organisations d'employeurs style MEDEF, CGPME, UPA, puisque la FESAC, anciennement c'était CESAC, après c'est devenu FESAC, ne sont pas membres de ni du MEDEF, ni de la CGPME, ni de l'UPA. Donc ils ont considéré qu'ils n'étaient pas du tout tenus par ces propositions, par cette proposition. Donc ni le MEDEF, ni la CGPME, ni l'UPA n'ont étudié nos propositions communes. Ensuite, vous savez ce qui s'est passé, puisqu'après, il y a eu 2003. Donc, est-ce que ces propositions seraient toujours d'actualité ? 12 ans après, il faudrait peut-être reprendre tout cela, regarder, mais moi, il me semble quand même qu'au niveau de la représentativité des organisations syndicales, en ce qui nous concerne, nous salariés, la plupart de nos syndicats sont membres de fédérations et de confédérations. Donc nous sommes jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à demain, jusqu'en 2013, nous sommes représentatifs dans les branches parce que nous sommes confédérés. Ensuite, il y aura cette représentativité voulue d'ailleurs par notre confédération et aussi par la CGT qui va démontrer qui est représentatif ou pas au niveau national, au niveau interprofessionnel et au niveau des branches. Donc les choses vont peut-être évoluer. Voilà. Après, est-ce que effectivement on avait parlé de cela ? Oui, oui, évidemment, la FESAC a eu raison de vous dire ça. On en avait parlé. Il y avait une succession, évidemment, de propositions. Il n'y avait pas que cette proposition qui permettait de. La vraie question, et ça, elle est très, très, très importante parce que quand vous. La vraie difficulté, c'est que si je suis employé pendant des années sur une émission, par exemple, car c'est ça la vraie question. Si je suis dans un théâtre et je suis employé pendant des années sur le même emploi, la question se pose de savoir si j'ai le droit à l'indemnisation chômage. De fond, ça c'est la question de fond, puisque a priori, il ne pourrait pas bénéficier du contrat à déterminer dit d'usage, puisque logiquement c'est un CDI. Alors après, est-ce que c'est un CDI à temps partiel ? Est-ce que ça c'est autre chose ? C'est autre chose. Mais la vraie question, et c'est pourquoi nous vous le demandions au départ, ce que nous souhaiterions avoir, c'est vraiment une étude sur les permittents. Et là, on ne parle pas de fraude. Là, c'est simplement quelque chose qui a été un abus, entre guillemets, voilà, de cette possibilité du contrat déterminé dit d'usage. Si demain, on nous dit très clairement, bien, par exemple, le technicien qui est employé dans un théâtre du spectacle vivant depuis des années, pendant cette période-là, on ne peut plus le considérer comme intermittent du spectacle, bien, effectivement, se posera une autre question, c'est comment on peut le rémunérer. Je voulais juste vous dire, quand même, une chose on nous a remis hier au Centre médical de la Bourse, un document source audience. En 2010, 133 924 personnes ont été, alors on met intitulé intermittent, hein. Ils disent intermittent, ça ne veut pas dire indemnisé au chômage, hein. Intermittent, percevaient moins de 1 000 € bruts par an. 133 924 personnes. Il y a 107 000 personnes qui percevaient plus de 4 000 € bruts par an de revenus, de salaire, de travail. Ce qui fait 63% des intermittents percevaient moins de 4 000 € bruts par an. C'est-à-dire que nous sommes au niveau du RSA. Est-ce qu'on peut considérer quand même que notre profession, que nos secteurs d'activité, spectacle vivant et enregistré, parce que là, ça concerne le centre médical de la Bourse, ça concerne tout le monde. Le revenu, ou c'est ce qu'ils ont perçu par... Revenu du salaire, de leur travail. Pas de l'allocation chômage, de leur travail. Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable ? Nous disons, il y en a assez. Il faut arrêter tout ça. Parce que là, on est vraiment dans une paupérisation énorme. Alors, effectivement, ensuite, de cette masse, qui fait à peu près 250 000 personnes, nous allons, ça c'est hors permanent, hein, c'est pour ça qu'ils les appellent intermittents, nous allons ensuite, évidemment, avoir 60 000, 80 000 personnes qui vont être indemnisées. Mais rien que ça, considérer qu'une partie de cette population ne puisse vivre qu'avec moins de 1 000 €, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Donc c'est ça que nous demandons. Nous, ce que nous voulons, avant qu'on nous parle de chiffres, on parle d'assurance chômage, nous, on voudrait parler emploi, et c'est pour ça que nous sommes venus vous voir. Parce qu'on veut parler de l'emploi.
Est-ce qu'aujourd'hui, on considère ça comme ce sont des emplois? Alors, il y a un emploi, oui, il y a une activité, et c'est 1 000 euros. C'est ça que nous voulons aujourd'hui, qu'on clarifie. Et si vous pouvez nous aider à clarifier cette situation, là, nous dirons, nous allons avancer. Après, chaque fois, enfin, nous, on en a assez, à chaque fois, on essaie de nous stigmatiser en disant les fraudeurs, il n'y a pas plus de fraudeurs là qu'ailleurs. Ce n'est pas ça le problème. À un moment donné, il y a une utilisation de la part de certains employeurs, d'un système qui a été mis en place. Voilà, c'est tout. Alors après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que des créateurs qui n'ont pas, quand on donne 1 000 euros, excusez-moi, monsieur, mais quand on donne 1 000 euros de subvention à une compagnie professionnelle, est-ce que ce n'est pas un geste fou? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de je sais pas moi, comment une compagnie professionnelle avec 1 000 euros de subvention peut sauf si elle diffuse. Mais on sait que la plupart des spectacles sont diffusés en moyenne 6 fois. 6 jours, 6 représentations. Mais combien faut-il qu'ils les vendent en sachant que la plupart de ces spectacles ne sont pas vendus? C'est la billetterie. Et on sait le nombre d'entrées. La moyenne est infime, à part les grosses productions. Mais sinon, c'est 12-15 personnes. À 20 euros, allez, ça vous fait 300 euros. Comment vous faites pour vivre? C'est tout ça que nous voulons aujourd'hui mettre en place. Et c'est pour ça que nous voulons remettre les choses à leur place, dans l'ordre, voilà. Et c'est sûr que l'indemnisation chômage, à chaque fois, évidemment, arrive comme ça, parce que d'un coup, vous avez 80 ou 100 000 personnes qui risquent demain de disparaître. C'est un fait. Et je vous le dis, et notre Laurent Berger, qui est maintenant notre secrétaire général, l'a affirmé, pour la CFDT, il n'est pas question de remettre en cause les annexes 8 et 10. Mais par contre, il n'est pas non plus... on ne pourra pas accepter encore des dérives si on ne corrige pas. Donc il faut trouver des correctifs. Et nous espérons que vous pourrez nous apporter des solutions. Jean-Patrick, d'autres questions? Non? Non, j'ose plus rien dire. Michel? Alors, Michel Pouzol. Moi, j'entends ce que vous dites ici. On est tous convaincus. Je pense qu'on est convaincus dans cette commission qu'il faut travailler pour trouver un moyen et que, effectivement, 1 000 euros, je crois que vous parlez à des gens convaincus. La question, c'est comment vous envisagez ce que vous nous disiez par quels moyens vous envisagez éventuellement de trouver les fameux 500 millions dont on parlait tout à l'heure? Dans quel secteur, à quel endroit pensez-vous pour le trouver? J'avoue que ça m'intéresse de voir comment vous pouvez développer ça. Ce n'est pas une pirouette, de notre part, mais nous avons une confédération qui négocie au niveau de l'assurance chômage et des annexes. Aujourd'hui, les négociations ne sont pas commencées. Moi, je suis conseiller technique auprès de la Confédération sur ces sujets pour ma fédération. Nous n'avons pas engagé du tout cela. Le moment opportun, je pense que vous pourrez effectivement convier. Voilà. Faut-il encore qu'ils soient en mesure de vous répondre, puisqu'aujourd'hui, rien n'a été. Alors, c'est vrai que des rumeurs depuis maintenant plus d'un an, disaient que la CFDT souhaitait renégocier les annexes 8 et 10. Totalement faux. On est dans un cadre qui est défini. C'est d'abord le régime général. C'est vrai que la situation de chômage, aujourd'hui, la situation de l'emploi est alarmante. Et c'est vrai que nous allons regarder d'abord le régime général et après les annexes. Ensuite, par rapport à cela, nous verrons l'évolution. C'est pour ça que nous espérons avoir des chiffres qui puissent nous permettre de dire est-ce que ces réformes que nous avons, la réforme que nous avons menée en 2003 puis en 2007, est-ce qu'elle a porté ses fruits ou pas? C'est vrai que le rapport de la Cour des comptes, c'est pas un secret. Je ne dévoile pas un secret de vous dire qu'au niveau de ma confédération, ça fait un gros bruit. Voilà, parce qu'on est quand même là aussi assez stigmatisé par la Cour des comptes, et nous ne remettons pas du tout en cause d'ailleurs la Cour des comptes. On considère que la Cour des comptes fait son travail. Mais c'est vrai que ça fragilise aussi notre position de savoir le maintien à tout prix de ces annexes, et nous savons que ces annexes, elles sont obligatoires pour la survie de la culture et des professionnels aujourd'hui. Donc je ne peux pas trop vous répondre là-dessus. Je vais quand même essayer de compléter la réponse de René, même si ça peut sembler une pirouette. Mais la difficulté, avant d'aller sur
l'assurance chômage, sur une complémentation du revenu salarial et du revenu du travail et du revenu de remplacement de l'assurance chômage, c'est de repartir du financement de la culture. Le Centre national que présentait René tout à l'heure, aujourd'hui, on a un financement de la culture qui est extrêmement éclaté, avec des financements, René a donné des exemples, qui sont fragmentés. D'une part, il y a besoin d'une structuration, si j'ose dire, économique, même si le terme ne convient pas dans le domaine culturel, mais il y a besoin d'une professionnalisation, entre guillemets, des circuits de financement. Ça peut passer par des taxes. Aujourd'hui, ce n'est pas la mode d'en créer des nouvelles, mais il y a quand même des dispositifs, par exemple autour du CNC, qui existent. On peut regretter qu'on n'ait pas pu mettre en musique, si j'ose dire, le Centre national de la musique. Donc ça, il y a des choses autour des circuits de financement, j'allais dire, y compris traditionnels. La structuration de l'emploi, nous, on croit beaucoup aux négociations dans les branches et au contrôle par les professionnels eux-mêmes de ce qui est légitime en termes de contrat court ou pas, parce que ça crée aussi plein de gens qui sont sur le marché et dont on peut se dire entre nous, j'allais dire de manière froide, qu'il n'y a pas la place aujourd'hui pour les financer. Mais ça, c'est une vraie difficulté. Qu'est-ce qu'on en fait s'ils sortent, etc. En tout cas, on ne peut pas les laisser dans la misère, pas à ces niveaux de misère-là. Et puis, très tranquillement, moi j'ai parlé des bénéficiaires finaux tout à l'heure, dans certains secteurs économiques, on dit bien que les donneurs d'ordre ont une responsabilité par rapport à leurs sous-traitants. Là, d'une certaine façon, une fois qu'on aura éclusé tous les abus d'un certain nombre de secteurs, ces gens-là, ils seront propres. Aujourd'hui, ils ne sont pas propres, donc on peut leur taper dessus, les diffuseurs, par exemple. Donc on peut taper, c'est tranquille. Mais peut-être qu'un jour, ils seront propres. N'empêche qu'ils bénéficient du système. C'est-à-dire qu'une production télévisuelle peut être au prix où elle est, parce qu'il y a le système de l'intermittence, parce qu'ils ne payent pas intégralement ceux dont ils bénéficient. Or, quand même, économiquement, ceux-là, ils ne vont pas si mal que ça. Donc, ils devraient contribuer, d'une manière ou d'une autre, à permettre de solvabiliser ce qui leur permet, entre guillemets, de faire des profits. Je mets vraiment des guillemets à tous ces mots, parce que ce n'est pas dans notre culture. Mais que vous iriez jusqu'à dire, justement, qu'il faut solvabiliser, viabiliser les emplois, plutôt que d'en développer de nouveaux, quoi. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire ça, ou vous voulez éviter de rentrer dans ce débat-là? Il faut solvabiliser et viabiliser le secteur, il faut solvabiliser, viabiliser les emplois, il faut regarder, nous on le dit très clairement, dans les CPNE, par exemple dans les branches, les commissions paritaires nationales pour l'emploi, il y a des secteurs où on sait que on peut reparler du passé du cinéma et de la question du passage de l'argentique et du numérique. On s'y est pris trop tard. On s'y est pris, mais trop tard. Il y a des métiers qui évoluent ou qui disparaissent. Il faut faire évoluer les salariés par la formation. Même le numérique qui envahit tout ce monde, etc. Il y a un certain nombre de métiers qui sont transformés. Il faut former les salariés. Il faut former les professionnels de manière à ce qu'ils puissent garder leur emploi. Et puis, malheureusement, il y a peut-être, dans un certain nombre d'endroits, des professionnels dont on ne saura pas aujourd'hui, dont on ne sait pas, on ne voit pas à moyen terme, comment est-ce qu'on pourrait solvabiliser leur emploi. Ces gens-là, ils seraient dans une entreprise industrielle, on les aiderait à se reconvertir, on leur paierait une indemnité de licenciement. Quand ils sont dans la culture, ils ont droit à rien. Si, c'est des voyous qui abusent du système, on dit. Enfin, avec les niveaux de revenus qu'ils ont, hein, ça ne vaut pas le coup d'être un voyou. Hein. Donc il faut qu'on les aide à se reconvertir. Évidemment, c'est compliqué, c'est difficile parce que c'est des métiers de passion. Nous, on en connaît, on a des adhérents, on voit bien ça ne va pas le faire. Donc c'est très compliqué, mais c'est comment est-ce qu'on peut les accompagner, que ce soit du côté des artistes ou du côté des techniciens, où c'est peut-être entre guillemets plus facile. Mais il faut qu'on les accompagne, il faut mettre en place des dispositifs. Et si j'ose dire, ces salariés-là, ils doivent avoir les mêmes droits que les autres salariés sur la reconversion.
Et nous, CFDT, on ne se voilera pas là-dessus. Et là où c'est manifestement pas possible de solvabiliser, il faut aider les salariés à se reconvertir. C'est bon. Michel? Mais bien sûr, une dernière. Pour aller un peu plus loin dans votre débat, est-ce que vous êtes prêt à aller, alors, comme l'ont suggéré quelques organisations professionnelles dans certains secteurs, je pense encore une fois au cinéma, à dire que pour un certain nombre de professionnels ou de jeunes ou de primo-professionnels dans ces secteurs-là, une des solutions passerait par la mobilisation d'une partie des crédits de la formation professionnelle pour, je dirais, alléger le statut proprement dit d'intermittence. On va faire du chômage partiel dans le secteur de la culture. Intellectuellement, pourquoi pas. Mais ce qui est très clair, quand on dit faudrait développer, mais c'est ce qu'on a fait, dans le cinéma sur le passage sur les labos, etc. Oui, il faut mobiliser les fonds de la formation professionnelle, qui sont gérés d'ailleurs par les professionnels du secteur. Il faut mobiliser les fonds de l'AFDAS. Il faut croiser avec les territoires pour monter des dispositifs. Ce qu'on a fait sur la presse, par exemple, on doit pouvoir le faire dans certains secteurs de la culture. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite que la presse disparaisse. Mais il y a un moment donné, il y a des difficultés graves. Il faut aider les salariés à se reconvertir. On l'a fait dans la presse, on doit être capable de le faire dans certains secteurs de la culture. Et je le reprécise là, tout cela, ce sont la mobilisation des fonds de la formation professionnelle, c'est l'affaire des professionnels du secteur, donc on ne volera rien à personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui est important. Ce n'est pas une mise sous tutelle de ces professionnels par d'autres, c'est bien l'improfession elle-même qui, jugeant que sur tel ou tel métier ou sous-secteur, il y a une vraie difficulté, qui peut aider un certain nombre de salariés à se reconvertir. C'était pas dans le sens de la reconversion, c'était dans le sens de mobiliser une partie des fonds de la formation professionnelle pour le financement du système culturel. C'est pas tout à fait la même chose. Estimant que dans certains... Non mais c'est un débat qui a été ouvert, je vous dis, par des syndicats notamment indépendants de producteurs de cinéma et qui en appellent depuis longtemps en disant nous avons un rôle, notamment on revient au court-métrage, nous avons un rôle de formation. Nous formons, ce que vous disiez tout à l'heure, des gens qui sont potentiellement, comme à Avignon, de futurs professionnels. Donc, est-ce que et comme vous posez la question du financement, de la pérennisation du financement du monde culturel dans sa globalité, est-ce que vous allez, moi j'ai pas d'opinion là-dessus, hein, est-ce que vous iriez jusque-là, ce qui serait un changement de nature de beaucoup de choses, hein. En ce qui concerne... non, nous ne sommes pas sur cette piste-là. Par contre, nous sommes favorables à l'apprentissage. La vraie difficulté dans ces secteurs-là, effectivement, ce sont des projets, ce sont des prototypes, ce sont des films courts. Enfin, là, c'est court, mais ça peut être moyen. Je veux dire, bon, voilà, c'est 5 semaines, 8 semaines. Bon, ça peut aller jusqu'à 1 an ou 2 ans de préparation pour certaines équipes artistiques. Donc, c'est ce qu'il faudrait peut-être voir, c'est comment on pourrait éventuellement se servir de cela, l'apprentissage, etc., des contrats de pro, de voir comment on peut faire. Par contre, demander à ce qu'une partie du financement aille, là, la réponse, elle est négative de notre part. Et aussi pour répondre à votre question sur les créateurs, nous pensons quand même que les créateurs doivent être aidés. Le problème, c'est que souvent, on pense que la création n'est pas liée à l'emploi. Si, pour nous, il y a le créateur en tant que tel, celui qui est porteur du projet, et celui-là, il doit être aidé, et souvent, il doit être aidé par des aides. Des fois, c'est même des employeurs qui mettent de leur argent. Voilà. Mais il faut ensuite qu'il y ait de l'emploi à côté de cela. On ne peut pas dire parce qu'on est dans la culture, il ne doit pas y avoir d'emploi. C'est ça le problème pour nous aujourd'hui. C'est que nous sommes, on nous considère souvent comme quelque chose d'accessoire. Parce que c'est vrai que ça n'est pas une obligation d'aller voir des spectacles, c'est pas une obligation de regarder la télévision, c'est pas une obligation d'aller au cinéma.
Mais c'est quand même et ça on l'oublie souvent, pour nous c'est un lien. Et ce lien sociétal est très très important. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Voilà. Pour compléter la réponse de René, mais j'avais pas bien compris la question, excusez-moi. Autant des dispositifs de formation peuvent être mis au service pour intégrer des jeunes dans les métiers et alléger, entre guillemets, la charge pour les entreprises. C'est les contrats de pro, les contrats d'apprentissage. Il n'y en a pas assez. Il faut le développer. À côté de ça, on voudrait quand même alerter sur le fait que c'est un secteur qui est en difficulté économique, on va dire globalement. On l'a dit, on ne veut pas empêcher par une carte professionnelle des créateurs d'arriver. Tout le monde a le droit, s'il se juge digne de créer, tout le monde a le droit de créer. Mais en même temps, on voudrait pas, il faudrait pas trop attirer de jeunes, si j'ose dire, vers le secteur, si le secteur n'est pas capable, entre guillemets, de les absorber, de leur offrir un revenu suffisant. Et toute l'équation, elle est dans cette difficulté-là. Et c'est vrai que les jeunes, s'ils étaient encadrés par des contrats de pro et des contrats d'apprentissage, parce qu'y compris comme c'est un contrat, il y a un engagement d'un employeur quelque part, ça sécuriserait mieux leur professionnalisation future. Moi, il me semble. Alors qu'on voit quand même beaucoup d'écoles, entre guillemets, privées, qui vendent un peu du rêve à des jeunes, hein, et où les jeunes derrière ont quand même beaucoup de mal à s'insérer professionnellement en dehors de stages qui ne vont pas être rémunérés. Donc moi, je préférerais effectivement qu'on fasse du contrat de pro, du contrat d'apprentissage, et ça mobiliserait de l'argent, et les entreprises en bénéficieraient, enfin les producteurs, etc., en bénéficieraient. Et encore une fois, enfin, vous avez bien insisté sur le fait qu'il y a plein de salariés qui sont dans ce secteur et qui n'arrivent pas à des niveaux de revenus. C'est même pas suffisant. Enfin, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Alors, est-ce qu'il faut en amener encore plein d'autres? Justement, la question, c'est faut pas en amener plein d'autres. C'est ce que j'ai dit. Je mets l'alerte sur un certain nombre d'écoles privées. Je veux stigmatiser personne, mais où les gens qui sont issus de ces écoles, je ne veux pas dire qu'elles sont pas bonnes, mais elles ont du mal à insérer leurs jeunes dans l'emploi. Et très souvent, ils ne sont que stagiaires, entre guillemets. Il n'y a aucun mépris dans mes propos. La seule difficulté, c'est qu'on revient à la rémunération. Les rémunérations sont voisines de zéro, malheureusement. Pas d'autres questions de la part de nos collègues, donc merci messieurs. J'indique à nos collègues que la semaine prochaine, les auditions donc consacrées aux organisations représentant les professionnels du spectacle enregistré, l'audition se tiendra dans la salle de notre commission et non pas ici à la salle Lamartine. Il nous reste tous les deux à vous remercier profondément pour vos explications, votre présence et votre participation intellectuelle à notre réflexion.